C'est bon? C'est bon. Ça enregistre? Alors, écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à celles et ceux qui nous ont accompagnés ce matin pour notre assemblée générale et que je remercie de m'avoir de nouveau confié la responsabilité de présidence d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Alors cet après-midi, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir à une conférence. Alors, je mets des guillemets à conférence parce que je sais que l'équipe, et en particulier Anne-Claire, a été vigilante à ce qu'il y ait de l'interaction. On l'a quand même intitulé Parole d'experts, puisque ce sont bien des experts et des expertes que nous recevons. Je pense que vous avez vu le thème. Nous allons essayer de croiser les enjeux de la qualité de l'air et plus spécifiquement des particules fines, très fines, avec les enjeux du chauffage au bois. Donc, quelques mots pour justifier le sujet qui, d'ailleurs, a été largement abordé ce matin à travers le rapport d'activité et les études menées par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Ces émissions de particules fines, très fines, ça représente, comme je viens de le dire, un des principaux enjeux. Et c'est un enjeu de santé publique. Alors, d'autres spécialistes, mieux que moi, vont pouvoir expliquer les dégâts que cela cause à nos petits poumons et à nos organismes. Donc, j'ai un chiffre. Le chauffage au bois individuel représente 64% des émissions anthropiques de particules fines PM2,5, selon le dernier bilan publié par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant, on va le voir, le bois énergie, c'est aussi une solution qui reste proposée pour la décarbonation. Tout en étant donc un sujet majeur de surveillance de la qualité de l'air et de santé publique. Et c'est pour ça que nous avons voulu croiser les regards, ce que nous allons faire cet après-midi, grâce à nos intervenantes et intervenants. Et je pense que je peux passer aussitôt la parole à Agnès Hulin pour présenter de manière plus spécifique l'organisation de la conférence. Tout à fait. Donc, merci. Bonjour à ceux qui nous rejoignent éventuellement. On va effectivement avoir quelques interventions. Donc, il est prévu que ça dure 2 heures et j'ai la lourde responsabilité de tenir le temps des interventions, très déprécises éventuellement si on est en retard par rapport au temps. Quelques rapides consignes. Pour les personnes qui sont en visio, si vous pouvez bien couper votre micro. On prendra donc potentiellement une à deux questions à la fin de chaque intervention, mais il est quand même prévu un temps à la fin des interventions pour poser des questions croisées. Pour les personnes qui sont en visio, vous pouvez poser les questions dans le chat. On a eu un peu des problèmes ce matin avec des échos au micro, donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, on les relaiera. Et donc, pour information, l'événement est enregistré et sera disponible en replay. Tout de suite, là, Isabelle, Isabelle est là, non? Oui, elle est là. Excuse-moi. Donc, je passe la main à Isabelle pour un rapide petit sondage. Sur le chat. Alors, le chat, donc en ça, ce ne sera pas possible, c'est ça? Alors, si, normalement, il vous est possible pour les personnes en salle d'y répondre en suivant le lien que vous avez sur le QR code ou de rejoindre Slido sur vos téléphones portables. Donc, si vous voulez sortir vos téléphones portables et pouvoir flasher le QR code et pouvoir répondre en direct au sondage. Donc, la question, c'est pour vous, quel est le premier secteur émetteur de particules fines PM2,5 en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il s'agit du résidentiel, des transports, de l'industrie ou de l'agriculture? Sur Slido. Ça marche? Non, j'étais... Ah si, ça marche. C'est-à-dire j'étais trop de travers. Pourquoi est en périphérie? Oups. Mince. Mince. Damien, il est où? SOS. 70% pour le résidentiel.
Voilà, alors ça tombe bien parce que je n'ai pas encore voté. Ça paraît être la bonne réponse. Hein. Suivi des transports, l'agriculture 8, c'est bien ça a évolué entre les... Ah non, ça ne pas la parole. Vous entendez en visio ou pas? Oui, oui. Oui, oui, très bien. Très bien. Ça marche. Bon, je pense qu'on va, si tout le monde a voté, on va pouvoir directement annoncer les résultats. On devait voir les résultats en ligne, mais je crois qu'on a un petit problème technique. Donc, on va pouvoir les donner en direct. Rémi, je t'en prie. Ah, ça y est, j'ai le temps d'envoyer. Ça bouge encore un petit peu, mais sur 17 votants, le résidentiel est à 83%, le transport à 11%, l'agriculture à 6% et l'industrie à 0%. D'accord. Donc, on a eu un petit indice dans l'introduction. C'était pour voir si. Mais c'était écrit, Agnès. C'était pour voir si tout le monde était bien attentif. Et donc, effectivement, la majeure partie était attentif. Mais on va pouvoir tout de suite voir le détail de ces résultats avec Audrey, à qui je passe la parole donc pour parler des émissions de particules. Je prends ta place, je te laisse. Je peux me pousser d'un coup. Alors. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Audrey Chatin, je suis ingénieure dans le service études d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous présenter aujourd'hui les sources d'émissions des particules, les particules grossières PM10 et les particules fines PM2,5. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, on a déjà présenté ça, mais pour ceux qui nous rejoignent, quelques bases. Qu'est-ce qu'une émission? Donc, une émission de polluants, c'est une quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère par une source, qu'elle soit naturelle ou anthropique, donc liée aux activités humaines. Une fois que le polluant est dans l'atmosphère, il va subir des transformations physico-chimiques dans l'atmosphère, il va être soumis aux conditions météorologiques qui vont soit favoriser la dispersion des polluants, soit l'accumulation des polluants. Et du coup, ça induit des concentrations de polluants qui sont respirées par la population. Donc, ce sont deux notions différentes, mais qui sont forcément liées. Et si on veut faire baisser les concentrations respirées, il faut forcément agir sur les émissions. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les émissions. Donc, comment on les calcule? Donc, selon une méthodologie nationale qui est validée par le ministère de l'Environnement, on estime des émissions pour une année civile et pour un territoire. On descend jusqu'à l'échelle de la commune. Chaque activité a une méthode de calcul différente en fonction des données d'entrée qu'on peut récupérer, qu'elles soient locales ou régionales ou nationales. On va s'appuyer sur des données telles que la population, la surface des bâtiments, la surface des cultures, le nombre de salariés, le nombre de têtes par cheptel. On va surtout utiliser les facteurs d'émission propres à chaque polluant, à chaque activité et chaque année. Donc, pour un exemple un peu concret, on en a parlé plus en détail ce matin. Comment on calcule les émissions du trafic routier? Et bon, on prend le nombre de véhicules qui circulent par axe routier sur l'ensemble de la région et on le multiplie par la capacité d'émission par véhicule et par polluant. Donc, en fait, c'est un gros travail de collecte et de traitement de données avec une approche sectorielle. Quelques limites à ce calcul d'émissions. Donc, la dernière année qu'on a sortie récemment, c'est l'année 2022. Donc, il y a un petit décalage avec aujourd'hui, mais c'est lié essentiellement à cause du délai de disponibilité des données d'entrée qui dépendent d'autres organismes et surtout un temps de travail important, environ 400 jours de travail pour traiter ces données. Ce sont des estimations qui se basent sur des données statistiques, donc plus ou moins précises en fonction de ce qu'on peut trouver comme données, donc locales, régionales ou nationales. Certaines données sont parfois vieillissantes et ne sont pas forcément mises à jour régulièrement. En tout cas, on est toujours dans une recherche d'exhaustivité
mais il reste toujours quelques activités à inclure. Et nos méthodologies sont en amélioration continue et qui suivent notamment les évolutions des connaissances scientifiques sur les sujets. Donc, ça peut affiner, par exemple, les facteurs d'émission avec le temps. On en parlera tout à l'heure par rapport au chauffage au bois. Et puis enfin, on calcule uniquement les émissions rejetées directement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les sources de particules grossières PM10, c'est multisource, mais la première source qui arrive, la première source de particules PM10, c'est le secteur résidentiel, avec 46% des émissions, suivi de près par le secteur agricole, avec 38% des émissions de PM10. Ensuite, on a le transport routier et le secteur industriel qui représentent tous deux 7% des émissions. Là, pardon, j'ai oublié de préciser, ce sont les sources anthropiques uniquement. On a enlevé les sources naturelles et j'ai présenté les chiffres 2022. Donc, si on regarde le graphique ici à droite, on peut voir qu'il y a une diminution des émissions anthropiques de 32% entre 2010 et 2022. L'ensemble des secteurs contribuent à cette baisse d'émissions, excepté le secteur énergie, mais qui représente vraiment pas grand-chose dans les émissions de PM10. Pour la baisse des émissions du résidentiel, c'est essentiellement lié à la baisse des consommations énergétiques pour le chauffage, notamment du chauffage au bois, lié notamment à des hivers moins rigoureux qu'en 2010. Et puis aussi des changements de comportement liés à la sobriété énergétique des ménages ou à l'isolation des logements aussi, qui influencent la baisse des consommations. Pour le transport routier, on l'a vu ce matin, l'amélioration des motorisations des véhicules a un impact du coup, sur les émissions routières, malgré un trafic qui augmente. Les émissions routières diminuent entre 2010 et 2022. Si on regarde maintenant les particules fines PM2,5, on retrouve les mêmes secteurs, mais avec des proportions différentes. Donc là, le secteur résidentiel est majoritaire avec 72% des émissions de PM2,5, suivi du secteur agricole avec 14% des émissions, le transport routier 8% et le secteur industriel 4%, toujours sur l'année 2022. Et si on regarde du coup le graphique de droite, on peut voir également une diminution des émissions anthropiques de 40% entre 2010 et 2022. Et comme pour les PM10, l'ensemble des secteurs participent à cette baisse et pour les mêmes raisons qu'évoquées. Si on regarde un peu plus dans le détail par secteur, donc sur le secteur résidentiel, 93% des émissions de PM2,5 sont liées au chauffage au bois. Et les 7% restants, c'est essentiellement lié au brûlage des déchets verts, donc une pratique interdite, mais pourtant encore pratiquée sur notre territoire. Donc, du coup, ça amène à ce que le chauffage au bois est la principale source, la première source d'émissions de particules, que ce soit particules grossières ou particules fines. Par rapport au secteur tertiaire, il représente vraiment, il est plutôt faible par rapport au résidentiel. Ensuite, sur le secteur agricole, on va retrouver principalement le travail du sol, tout ce qui va être labour, passage des machines pour le semis, la récolte, la fertilisation ou la pulvérisation de pesticides. La contribution va être plus importante pour les PM10 avec 82% des émissions agricoles associées au travail du sol, contre 69% pour les PM2,5. Ensuite, dans l'élevage, dans les bâtiments d'élevage, on a aussi des poussières liées au piétinement des animaux sur la terre brute, qui représentent 14% des émissions de PM10 et PM2,5. Ensuite, on a les feux pastoraux dans les Pyrénées. Donc, c'est une pratique ancestrale qui consiste à brûler les prairies d'alpage pour régénérer les sols. Donc, ça représente quand même 9% des émissions de PM2,5 agricoles en Nouvelle-Aquitaine et 2% pour les PM10.
Et enfin, on va avoir la combustion moteur des engins agricoles et sylvicoles, qui représente 8% des émissions de PM2,5 et 2% des émissions de PM10. Concernant le transport routier, on l'a évoqué ce matin, les émissions de particules sont essentiellement liées à la mécanique, donc à l'usure des freins, des pneus et de la chaussée. Et plus le véhicule est lourd, plus il y a des émissions de particules. Donc on peut le voir par exemple sur les PM10. Les émissions de PM10 des poids lourds sont liées à 91% par la mécanique et 9% par la combustion moteur, alors que les voitures particulières sont à 62% liées à la mécanique et 38% à la combustion moteur. Donc, de ce fait, les véhicules électriques sont aussi et rejettent aussi des particules, pour le coup 100% mécaniques. Si on regarde uniquement les émissions liées à la combustion moteur, on va surtout retrouver les véhicules diesel qui représentent 98% des émissions de la combustion moteur pour les PM10 et pour les PM2,5. On a les mêmes chiffres. Donc avec 73% liés aux voitures particulières diesel, 18% des utilitaires diesel et 8% des poids lourds diesel. Enfin, le secteur industriel, énergie et déchets, donc c'est principalement le secteur industriel, hein. C'est avant tout l'exploitation de carrière qui est la première source de PM10, qui a une contribution un peu plus faible pour les PM2,5, qui est autour de 15% des émissions industrielles en PM2,5 et 30% en PM10. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être chantier de construction, BTP, qui vont être responsables de 28% des émissions de PM10 et 37% des émissions de PM2,5. Et ensuite, diverses industries. Par exemple, on a dans les industries agroalimentaires la manutention de céréales qui va être responsable de 19% des émissions de PM10. Et si on regarde les déchets, c'est quand même assez insignifiant par rapport aux autres secteurs. Et le secteur de l'énergie est aussi faible. Dans le secteur de l'énergie, c'était surtout le chauffage urbain qui ressort, avec notamment les chaufferies biomasse, des réseaux de chaleur. Alors, sur cette slide, j'ai rajouté volontairement les émissions naturelles de 2022, qui sont du coup la première source des émissions PM2,5 en 2022, liées au feu de forêt qui a eu lieu à la fois sur l'Andiras, la Thèse de Buch et Somos. On peut bien le voir sur la carte de gauche. Ici, là, les zones rouges, ce sont les feux de forêt qui ont eu lieu en 2022, qui étaient de grande ampleur. Voilà, donc si on rajoute les sources naturelles, le secteur résidentiel est ramené à 37% des émissions en PM2,5, hein, contre 72% précédemment sans les sources naturelles. Pour l'année 2022. Pour l'année 2022. Et c'est pour ça qu'on a enlevé les sources naturelles de cette présentation, parce que c'est une année atypique avec des feux de grandes ampleurs qui n'arrivent heureusement pas chaque année. Juste pour représenter, donc là, c'est la carte des PM2,5 géolocalisés à l'endroit où ils sont mis, et on peut voir que ça se concentre essentiellement sur les centres urbains et le long des grands axes routiers. Voilà, donc maintenant, on a voulu faire un petit focus sur le chauffage au bois, donc première source de particules sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour rappel, le chauffage au bois représente 41% des émissions anthropiques de PM10 et 64% des émissions anthropiques de PM2,5. Petit aparté sur la partie condensable des particules dans le chauffage au bois. C'est le petit oublié de ces dernières années. On ne le prenait pas en compte dans nos anciennes versions d'inventaire. Donc, en fait, la partie condensable, ce sont des particules secondaires. Donc, en fait, lorsqu'il y a la combustion de biomasse, ça rejette à la fois des particules solides et des gaz. Et certains de ces gaz, lorsqu'ils vont entrer dans l'atmosphère à la sortie de la cheminée, vont se condenser par dilution et refroidissement des fumées en particules qui vont s'ajouter aux particules émises directement par la combustion. Donc, si on regarde l'infographie à gauche,
On peut voir la différence entre déjà les émissions déclarées par les fabricants de chaudières, qui représentent ici 40 mg par mètre cube, les émissions réelles en conditions réelles, uniquement la fraction solide, donc ce qui est directement émis lors de la combustion, 220 mg par mètre cube. Et si on prend en plus les condensables, donc les particules secondaires qui se condensent à la sortie de la cheminée, et ben, ça représente 450 mg par mètre cube. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, dans notre nouvelle version d'inventaire qui est sortie cette année, on a pris en compte la partie condensable des particules, ce qui a pour effet d'augmenter la part des émissions liées au chauffage au bois sur les particules. Donc là, j'ai, par exemple, mis la différence entre en violet l'ancien inventaire et en rouge le nouvel inventaire qui prend en compte les condensables. Voilà. En PM10, on avait 29% des émissions liées au chauffage au bois qui contribuaient aux émissions totales de PM10 contre 41% avec la partie condensable, avec la nouvelle version. Pour les PM2.5, uniquement la fraction solide, on avait 51% des émissions de PM2.5 liées au chauffage au bois et 64% maintenant avec la partie condensable. Donc voilà, un impact non négligeable. Maintenant, on va comparer les différents types d'appareils de chauffage au bois individuels. Donc, ce graphique représente les facteurs d'émission de PM2.5 par type d'appareil de chauffage au bois à chaleur fournie équivalente. Et donc, il prend en compte le rendement des appareils. On peut voir que les cheminées à foyer ouvert ressortent largement plus hautes que les autres, du fait aussi du rendement très médiocre de ce type d'appareil. Donc, on peut voir, ce qu'il faut en conclure, c'est que les cheminées à foyer ouvert rejettent à chaleur fournie équivalente 26 fois plus de PM2.5 que les poêles à bois bûche performants. On dit performants lorsqu'ils datent d'après 2015. Et 80 fois plus de PM2.5 que les chaudières à bois bûche performantes. Et si on compare un même type d'appareil, mais des anciennetés différentes, les poêles à bois bûche anciens datant d'avant 2005 rejettent 4 fois plus de PM2.5 que les poêles à bois bûche performants. Et les chaudières à bûche anciennes rejettent 14 fois plus de PM2.5 que les chaudières à granulés. Donc, en résumé, le granulé limite plus les émissions de PM2.5 que le bois bûche déjà, et mieux vaut avoir un appareil au bois performant, donc datant d'après 2015 et avec le label Flamme Verte. Oui. Qui a différentes étoiles, le Voilà, mieux c'est les 7 étoiles. J'allais poser la question, 2015, c'est parce que ça correspond à une évolution du label Flamme Verte. Exactement. C'est ça, d'accord, c'est un peu comme la RT pour les bâtiments, quoi. Oui, on peut dire ça. Ou avant 2020 ou après. Donc là, comme le secteur routier tout à l'heure, c'est l'amélioration des technologies qui permettent de diminuer les émissions de PM2.5. Et donc, c'est très important d'inciter les personnes utilisant le bois à renouveler leur appareil de chauffage pour avoir un appareil bois performant. Ensuite, on a voulu comparer par rapport aux chaudières collectives, aux chaufferies collectives. Donc là, j'ai repris une étude récente d'Airparis qui ont fait des mesures à l'émission auprès de différentes chaufferies biomasse de faible puissance, inférieure à 500 kW. Et ils ont comparé ici différents moyens de chauffage. Donc on revoit ici, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes unités, mais on a les foyers fermés anciens, donc avant 2005. On a ici les chaudières et poêles à granulés, donc en chauffage individuel. Et en chauffage collectif, on va avoir les petites chaufferies avec des plaquettes forestières et les petites chaufferies à granulés. Et là, on compare avec les grandes chaufferies biomasse, ici supérieures à 50 MW. Donc, premier constat, les chaufferies collectives émettent moins de particules fines que les appareils au bois individuels.
Deuxième constat, selon l'étude d'Airparif, les chaufferies biomasse de faible puissance émettent 6 à 15 fois plus de PM2,5 que les chaufferies biomasse de grande taille et de forte puissance. C'est lié notamment du fait qu'elles ne sont pas équipées de systèmes de dépollution, contrairement aux grosses chaufferies qui sont pour le coup réglementées et qui doivent mettre en place des systèmes de dépoussiérage. Selon l'étude d'Airparif, pour réduire les émissions de ces petites chaufferies biomasse, il faut surtout bien dimensionner les chaufferies en fonction des besoins pour limiter notamment les phases d'arrêt et de démarrage des chaudières qui vont plutôt favoriser une mauvaise combustion et donc engendrer plus de particules. Il faut surtout régler de manière optimale tous les paramètres de la chaudière et notamment les débits d'air. Et il préconise aussi d'utiliser les granulés plutôt que les plaquettes forestières parce que ça favorise une meilleure combustion. Pour finir, je vais vous rappeler quelques bonnes pratiques lorsque vous avez un chauffage au bois chez vous. Donc, il faut bien avoir un bois de bonne qualité, notamment un bois sec, au moins 18 mois de séchage stocké à l'abri et avec une aération par le dessous. Plutôt privilégier les feuillus durs pour la combustion, donc chêne, hêtre, charme, par exemple. Ne pas utiliser de bois traité, ni peint, ni souillé. Et si possible, utiliser un label de qualité pour être sûr qu'on limite les émissions. Pour aussi avoir une combustion optimale et limiter les émissions, on préconise, pardon, j'ai oublié de préciser que ça vient de l'ADEME, toutes ces préconisations. Donc l'ADEME préconise un allumage par le haut pour voilà, les fumées qui sont générées par la combustion sont captées et consumées par les flammes qui surplombent. Avoir un tirage maîtrisé et un chargement régulier. Et bien sûr, respecter les instructions, la notice de son appareil, bien entretenir son installation, veiller au ramonage de la cheminée, au moins une fois par an, puisque 1 mm de suie dans le conduit, c'est 10% de bois consommé en plus. Donc, ce n'est pas négligeable. Et puis, comme on en a parlé, remplacer son vieil appareil de chauffage au bois ou de sa cheminée ouverte par un appareil performant, flamme verte, 7 étoiles, c'est mieux. Avec des granulés. Avec des granulés. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les chiffres des émissions pour d'autres polluants ou avoir l'approche départementale, n'hésitez pas à aller voir nos fiches émissions sur notre site internet. Et toutes nos publications sont aussi à retrouver sur atmo-nouvelle-aquitaine.org. Il y a une 5e recommandation, c'est faire les scouts pour bien savoir allumer le feu, la matière canadienne. Oui. J'aurais une question. Oui. En collectivité, on voit se développer pas mal, dans les petites collectivités, les chaudières à déchiqueter. Dans quoi on les... dans quelle catégorie on les classe? Alors, ce sont des chaudières collectives. Oui, sur des chaudières collectives. Oui. Oui. Mais c'est pas du granulé, c'est pas de la bûche, c'est pas des plaquettes. Du coup, la combustion n'est pas la même. Oui, sûrement. Je pense que on a des chaudières à granulés et des chaudières à plaquettes. Oui. Donc, du coup, elles sont dans les deux catégories. C'est l'un ou l'autre. Le bois déchiqueté, c'est pas les deux catégories. Non, le bois déchiqueté, c'est ce qu'on appelle les plaquettes. Alors, il y a 3 sortes de bois. Moi, je ne suis pas un grand forestier, mais il y a la bûche. Il y a la plaquette, qui n'est que du bois forestier déchiqueté, du bois déchet propre. Pour moi, la plaquette, c'était les tireurs compressés. Non, c'est du granulé. Et après, vous avez des bûches recompressées aussi pour le particulier. Ce qui est utilisé dans les chaudières collectives qui sont aidées dans les collectivités, c'est ou des chaudières à granulés ou des chaudières à plaquettes. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, la part de l'un et de l'autre, je ne la connais pas, je pourrais la connaître, c'est que vous regardez. En général, les petites
Donc, on a peu de besoins de chauffage, uniquement comme des salles des fêtes, des choses comme ça. On a des besoins intermittents. On utilise du granulé, ce qui ressemble plus dans l'utilisation au gaz. Quand on est, parce que ça fait court, et quand on est sur des installations comme un hôpital, une clinique, etc., on a besoin de constante chaleur, on utilise plutôt de la plaquette. La plaquette est moins chère que le granulé. Le granulé, c'est de la surcompactée. On l'a acheté la sur, parce qu'elle est très bien valorisée par ailleurs. On l'a compactée, on l'a mis en sachet, on l'a mis en fleur, etc. La plaquette, on l'a déchirée pour plus près donc, du coup, pour des grosses installations, des productions de fourneaux. Voilà. Oui. Du coup, j'étais la semaine dernière à Lille, l'événement organisé par l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air sur le sujet de l'air et la santé, et la matière nous a occupé sur le sujet complexe du chauffage pour moi. Et puis, il y avait une personne de Air Paris qui a présenté son étude très complète et très intéressante. Et une des recommandations qu'il faisait, c'était de pouvoir mettre dans les PPA et dans l'atmosphère la trappe de VITI pour pouvoir contrôler les fumées de sortie des centrales collectives. Et du coup, quand ils ont lancé l'étude, il y avait un endroit où il n'y avait pas de trappe. Et donc, du coup, je me pose la question. Alors, je l'ai vu à Bordeaux Métropole, donc je m'intéresse forcément à la métropole de Bordeaux, mais c'est valable pour toutes les autres collectivités qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que dans les plans de protection de l'atmosphère, on a bien cette obligation de mettre cette trappe-là, et est-ce qu'il y a des contrôles de fait en Nouvelle-Aquitaine en sortie de ces centrales? Une question, je sais qu'il y a des spécialistes de la table, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ce jour, mais qui va Bonjour. On a une intervenante de Bordeaux Métropole tout à l'heure. Ouais. Donc, on pourra peut-être lui reposer la question. Elle est en ligne. Je ne sais pas si elle a éventuellement une réponse à apporter à la question. Pascaline, peut-être? Oui, désolée, j'ai pas forcément bien entendu la question. Après, je voyais Je ne vous entends pas. Rémi Feuillade avait l'air dubitatif, tu vois, je ne sais pas si le... En fait, je ne pense pas que la prescription soit aussi dans les PPA, soit aussi fine. Hein. Là, le PPA, il est macro. On est plus à l'échelle de l'autorisation de production au niveau du site industriel en lui-même. Donc, c'est des prescriptions préfectorales dans l'arrêté préfectoral d'exploitation. Voici quand Vachon a ouvert son micro, il y a peut-être des réponses. Ah oui, voilà, du côté de l'ADRE. Mais je crois qu'on a un problème de son et qu'on n'arrive pas à voir les intervenants. C'est notre mieux, ouais. Peut-être. Si peut-être Madame Vachon ou Madame Gazi, vous avez la possibilité de parler. Oui, c'est Aurore. Ah, marche. Ouais. On vous entend. Oui, Aurore Vachon de la DREAL. Alors oui, je suis pas sûre d'avoir non plus bien entendu la question, mais par contre, je voulais juste préciser que donc dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a actuellement 3 PPR qui sont en vigueur. On en a un donc sur Bordeaux, on en a un sur Bayonne qui est en cours de révision, donc on est en train justement de regarder tous les aspects chauffage au bois, et puis on en a un autre sur l'agglomération de Poitiers, mais c'était un PPA qui était simplifié. Et donc je pense que la question c'était est-ce qu'on a imposé des valeurs ou des contrôles supplémentaires sur les chiffreries. Enfin, je suis pas sûre que c'était ça. Et donc aujourd'hui c'est pas spécifiquement prévu dans les PPA. Après on est des secteurs qui sont très différents de Paris ou Lyon, donc on est une région sans dépassement et sans contentieux. Donc après, on a la possibilité de rajouter des mesures réglementaires. C'est pas ce qui a été choisi lorsqu'on a fait la révision du PPA de Bordeaux, et c'est pas vers ça qu'on s'oriente non plus dans le cadre de la révision du PPA de Bayonne. Mais voilà, ce sont des choses qui sont possibles. Et après, comme le disait Rémi Feuillade, il y a aussi des valeurs limites qui peuvent être imposées spécifiquement à chacune de ces installations. Et donc ça se fait dans le cadre des discussions avec mes collègues inspecteurs des installations classées. Merci pour...
Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. Après, ce sera la dernière question. On passera à la présentation suivante. Oui, je vous en prie. Non, c'est juste une petite remarque. Quand on voit les chiffres, on voit la contribution du secteur de l'agriculture aux particules PM10 ou PM2,5. Et c'est vrai que le secteur agricole est vraiment à la traîne. On a posé la question à la ministre au Reclore de l'air et au CNA qui suivait, sans réponse, parce qu'il y avait des plans qui allaient jusqu'à cette année, là, pour le moment, qui ne sont pas renouvelés. Une grande partie, une majorité des particules vient du travail du sol. Or, on sait par l'INRA qu'il y a plein de solutions. Je ne vais pas dire qu'elles sont évidentes, parfois ça demande un accompagnement, à l'achat du matériel. Et c'est vraiment dommage parce que, je veux dire, cette source d'émission pourrait vraiment être maîtrisée. Et je veux dire, c'est quand même une part très importante des particules émises. Bon, alors, ça marche du bois, mais... Donc voilà, bienvenue au prochain représentant de la Chambre d'agriculture pour débattre de ça avec nous. Alors, la petite dernière. Une question rapide. Oh là là, par favoritisme, Patrice. Parce qu'il y a de la recherche, c'est uniquement pour ça. Ah oui, c'est ça. Et parce que les chiffres qui ont été présentés, il y en a un qui m'a interpellé, c'est que les émissions réelles, sans même compter la fraction condensable, étaient 6 fois plus élevées que les émissions déclarées par les fabricants. Oui. Et ça vient de quoi? C'est le même problème que les voitures. Non, c'est que en fait, les déclarants, ils déclarent leurs chiffres sur un fonctionnement optimal de l'appareil, alors qu'en fait, en conditions réelles, il y a par exemple l'humidité du bois qui va être vachement impactant dans les émissions. Ça va favoriser davantage les émissions de particules. Et en tout cas, ce ne sera pas optimal. Il y a aussi tout ce qui va être tirage d'air, façon d'allumer aussi, qui va avoir un impact. Donc forcément, entre un fonctionnement optimal de l'appareil et le fonctionnement réel en fonction de la pratique des personnes, et pareil, le ramonage des cheminées, l'entretien des appareils qui n'est pas forcément optimal, justement, ça fait ce delta assez important. Ouais. Normalement, je ne suis pas au courant s'il cache des chiffres, mais voilà, ça s'explique surtout par les différentes pratiques, et d'où l'importance des bonnes pratiques de l'ADEME pour essayer d'optimiser tout ça. C'est ce qui favorise les grandes installations, c'est qu'il y a des contrats de maintenance qui finalement obligent aussi à surveiller le fonctionnement. Et les traitements. Et les traitements, bien sûr. On a su tout ça parce qu'en fait, on ne l'imaginait pas. Sur les particules, en fait, c'est des particules en général. Les coupurages, est-ce que l'on sait si les particules, en général, ne sont pas une aide à la diffusion des polluants? C'est-à-dire que, effectivement, tout à l'heure, vous avez soulevé le problème du sol et de l'agriculture et des particules qui sont diffusées sur certaines techniques de travail du sol. Et est-ce que, effectivement, donc, ces polluants intégrés, est-ce qu'ils sont intégrés au sol? Est-ce qu'ils ne sont pas, au travers de ça, diffusés dans l'atmosphère? Ah, s'agréger avec les particules. Voilà. Oui. Et est-ce que l'ensemble des particules ne sont pas graisses et puis Alors, on garde peut-être la question pour l'ARS. Hein? Agnès a besoin de faire respecter le timing. Désolée. Mais c'est très bien, on parlera de ces sujets justement qui prennent en compte plusieurs thématiques plutôt à la fin. Et donc, si vous voulez bien vous prendre la parole pour nous parler donc, de l'impact sanitaire et des particules en règle générale et pas que chose comme ça. C'est la transition. C'est parti. Voilà. On voit que c'est bien. Merci pour l'invitation et en effet pouvoir partager l'état des connaissances sur l'impact sanitaire des particules dans l'air. Alors attendez, si je fais dérouler comme ça avec la flèche. Voilà. Ouais, sauf que c'est la suite de votre diaporama. Si, c'est la ça suit. Ça devrait, mais je ne sais pas. Il est bloqué. Et ça a bougé, là, c'est déjà bon signe. Là, ça y est, ouais.
c'est reparti. Mais... par contre, il y a... Oh, Ah oui, un petit... Ok, pas visible à l'écran. Non. Effectivement, mais... Ah non, ça, je sais pas faire ça. Ah oui, parce que c'est... On l'a pas. Bon, tant pis, on garde. On peut quand même lire la diapo. Oui, c'est le bandeau. Donc, pour ce qui concerne... Par contre, là, pardon. C'est bon. Donc, pour ce qui concerne la toxicité des particules, donc comme vous le savez, et quelque part votre question aussi, voilà, elle intervient aussi, elle est à la fois liée à leur composition et aussi à leur taille, parce que le premier élément hein, qui est important effectivement concernant l'impact sur la santé humaine, c'est que, mais vous le savez déjà, plus elles sont fines, plus elles vont pénétrer profondément dans les poumons et impacter la santé humaine en passant dans le sang et vers les organes, et avoir ainsi donc un certain nombre d'effets pathogènes. Donc les principaux effets globalement, voilà, on va dire en moyenne hein, par rapport à l'ensemble des composants qui peuvent être dans ces particules ou sur ces particules, c'est en effet, voilà, évidemment les pathologies respiratoires, cancer du poumon, asthme, infection pulmonaire, et voilà tous les effets sur les bronches de manière générale. C'est également les pathologies cardiovasculaires avec l'infarctus, les risques d'AVC, l'hypertension, etc. Et puis, c'est aussi un certain nombre d'autres pathologies, les liens de causalité entre voilà, les particules dans l'air et le diabète et des maladies neurodégénératives, le faible poids aussi à la naissance pour les enfants, les naissances prématurées, etc. Et voilà, ces liens sont désormais établis. Et ce qu'il est important, effectivement, bien sûr, de connaître, c'est que ces effets, ils sont rencontrés même à des faibles niveaux de polluants dans l'air. Et donc, c'est vraiment l'exposition chronique de fond quotidienne qui est responsable majoritairement des effets sur la santé humaine. Alors, voilà, autre notion importante quand on parle de santé, c'est que nous sommes pas tous égaux face à la pollution de l'air. Certaines personnes vont ressentir plus rapidement et plus fortement les symptômes et des pathologies en fait suite à une exposition à des polluants dans l'air. Donc ce sont les personnes vulnérables ou plus sensibles que sont les nourrissons, les jeunes enfants évidemment, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes atteintes des pathologies qu'on a citées tout à l'heure, etc. Et donc pour ces personnes, une exposition en fait même sur à contrario sur une courte durée, pendant quelques heures à quelques jours, va voilà, conduire à effectivement des effets sur la santé, sur les voies respiratoires, aussi du type irritation oculaire, vous voyez, crise d'asthme, etc., exacerbation, excusez-moi, des troubles cardiovasculaires et respiratoires, et parfois ça peut conduire à l'hospitalisation et malheureusement dans les cas les plus graves au décès. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'il y a des épisodes de pollution, il est vraiment important, et c'est pour ça que les dispositifs d'alerte existent, de pouvoir informer ces personnes vulnérables et sensibles et émettre les recommandations pour qu'elles puissent adapter en fait à ce moment-là leur comportement et évidemment limiter leur exposition. Donc les dispositifs d'alerte sont vraiment ciblés particulièrement sur les personnes sensibles. Pour la population de manière générale, pour ce qui concerne les enjeux pour la santé, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment l'exposition quotidienne, même à des faibles niveaux, sur le long terme, qui est la plus dangereuse en fait pour la santé.
Et malgré, hein, en effet, on l'a partagé ce matin, c'est vrai que voilà, tous les efforts conduits ces dernières années ont déjà permis d'observer en fait la diminution des taux de particules dans l'air. Pour autant, et on va pouvoir voilà, l'objectiver par la suite, les niveaux actuels, même s'ils respectent la réglementation, restent à l'origine d'effets significatifs sur la santé. On a déjà depuis 2016 un certain nombre de données qu'on a eu l'occasion de partager, hein, pour ceux qui, voilà, qui ont l'habitude de participer à ces réunions. Santé publique France a estimé, donc il y a une étude en 2016 qui a été actualisée en 2021, qu'à l'échelle de la métropole, ce sont 40 000 décès anticipés par an qui sont attribuables à la pollution de l'air et en particulier aux particules fines. En Nouvelle-Aquitaine, ça représente 3300 décès prématurés chaque année. Exprimé autrement, ça représente 7% de la mortalité totale en France, donc liée à l'exposition aux particules fines. Et donc, ce que l'on sait, hein, c'est que, évidemment, derrière, enfin, c'est pas évidemment, en tous les cas, voilà, l'état des connaissances, en fait, autour de ces risques fait qu'on sait que toute limitation, en fait, évidemment, à l'exposition à ces particules va être bénéfique du point de vue de la santé humaine. Et donc, si on abaissait, en fait, les valeurs de particules fines jusqu'à la valeur guide de l'OMS qu'on citait ce matin de 5 microgrammes par mètre cube, on aurait en Nouvelle-Aquitaine en fait un gain en espérance de vie à près de 6 mois pour notre région. Donc ça, c'est vraiment les données en fait qu'on avait déjà et qu'on a, qui permettent d'objectiver les risques vis-à-vis de la mortalité en fait. Ce qui est intéressant de partager aujourd'hui ensemble, ce sont les résultats d'une nouvelle étude qui a été conduite par Santé publique France, qui a restitué ces résultats là en début d'année 2025, et qui cette fois s'est intéressée au-delà de la mortalité à ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire la survenue aussi d'autres pathologies, parce que la mortalité, ça n'est qu'une partie, on va dire, entre guillemets, des risques pour la santé, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi donc, les maladies respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques avec le diabète qui ont pu être évaluées, c'est-à-dire que, et on va le partager tout à l'heure, Santé publique France a pu estimer le fardeau en fait que représente la pollution de l'air sur ces 8 pathologies, à la fois du point de vue alors, des PM2,5, mais aussi du dioxyde d'azote. Alors là, j'ai fait plutôt un zoom sur la restitution des résultats des particules, puisque c'est le sujet du jour. Mais voilà, l'étude a été conduite globalement sur les 2 paramètres. Et donc, ça a permis d'estimer les bénéfices pour la santé liés à une amélioration de la qualité de l'air, et les résultats ont également été déclinés au niveau régional. Et également, il y a en parallèle, ont été estimés également les impacts économiques en fait associés à ces données. Donc pour ça, Santé publique France, effectivement, a utilisé d'une part des données d'exposition aux particules fines sur la région. Donc vous voyez pour la région Nouvelle-Aquitaine les valeurs qui ont été retenues, qui correspondent aux moyennes en fait des concentrations communales sur la région. Et sur la période, donc c'était 2018-2019, je crois, de mémoire, mais ce n'est pas affiché là. Voilà, et donc sur la base de ces résultats, et ensuite je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais de fonctions en fait concentration risque, hein, qui permettent de, voilà, selon chaque niveau de concentration, d'estimer le nombre de cas sur ces pathologies, donc a permis d'établir que actuellement le fardeau que représente à l'échelle nationale la pollution de l'air donc est de 12 à 20% en fait des nouveaux cas
de maladies chez l'enfant. Ça représente entre donc, 7 000 et 40 000 cas par an, et de 7 à 13% pour les maladies respiratoires, cardiovasculaires ou métaboliques chez l'adulte, donc c'est-à-dire entre 4 et 78 000 cas. Pour ce qui concerne les analyses économique, avant de faire un petit zoom là sur les résultats pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc l'analyse économique a été conduite aussi à l'échelle nationale et elle a permis d'établir que pour chaque maladie, donc 3 composantes ont été étudiées. La composante déjà purement santé, on va dire, donc qui prend en compte les ressources médicales et non médicales. En gros, c'est ce qui a supporté le système de soins. La composante perte de production, qui en fait comprend les ressources perdues en fait par le patient, qui est supportée par l'employeur, l'assurance maladie et le patient lui-même. Et puis la composante qu'on appelle immatérielle, qui mesure les pertes de bien-être, la peur, la douleur, la perte de la qualité de vie, etc. Et donc, pour ce qui concerne les particules fines, vous le voyez, donc à l'heure d'aujourd'hui, sur la métropole et par an, la pollution de l'air représente 12,9 milliards d'euros. Et ce coût serait abaissé de 74% si effectivement les valeurs guides de l'OMS étaient atteintes. Alors, le périmètre géographique, la France métropolitaine, c'est à l'échelle nationale. C'est ça. Voilà, la France. Métropolitaine, exactement. Oui, c'est ça. Comment? Cela a été un peu tôt. Il y a une relation pas très bien comprise, c'est que 12-20% se traduit par 7 000 à 40 000. Et là, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, alors vous comprendrez, je pense, probablement plutôt dans la diapo suivante, c'est vraiment selon la maladie et le polluant. Oui, mais 12 à 20% de nouvelles cas de maladies respiratoires chez l'enfant, soit entre 7 000 et 40 000, c'est ça. Oui, mais parce qu'en fait, ça dépend, c'est, comment vous dire, là, c'est pas une somme, c'est vraiment par polluant et par maladie. Du coup, c'est pas des chiffres qu'on peut sommer et qu'on peut comparer entre eux. Je sais pas, peut-être en passant à la diapo suivante, vous comprendrez mieux. Oui, c'est tout à fait un peu la limite dans la restitution de cette étude, en effet. Mais voilà, peut-être ça va être plus éclairant avec cette diapo, j'y reviens. Pour la Nouvelle-Aquitaine, voilà, je vous fais le petit zoom sur les bénéfices en fait, potentiels qui ont été calculés dans le cadre de cette étude et qui présentent les cas annuels évitables, donc par pathologie, chez l'enfant et l'adulte, avec une diminution, on va dire, des concentrations en PM2,5 au niveau valeur guide de l'OMS. Et donc, concrètement, vous voyez que pour les particules fines, il y a les mêmes résultats pour le dioxyde d'azote, je l'indiquais tout à l'heure, mais pour les particules fines, par exemple, et pour les maladies respiratoires, par exemple, pour l'asthme, c'est le petit encart, si on réduisait les niveaux de particules fines aux valeurs guides, ce serait donc chez les enfants de 0 à 17 ans, 2200 cas évitables chaque année. Ça représenterait par contre pour le cancer du poumon chez les adultes de plus de 35 ans, etc., 230 cas. Voilà, vous avez les chiffres aussi. Donc, pour les maladies cardiovasculaires, selon les maladies, ça va de 590 cas à 4200 cas. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est par maladie et par pathologie des formules, entre guillemets, enfin, des clés de calcul, des fonctions différentes. Mais quand même, pardon, si 20% c'est 40 000 cas, 12%, c'est bizarre que ce soit 7 000. Mais parce que, en fait, c'est pas les mêmes. Oui, c'est que c'est pas les mêmes référentiels pour chacun. Bah alors, je sais pas comment. Mais c'est la façon dont c'est restitué qui est. On a des paroles et des choses qui sont mélangées. Le nombre de malades, pas le même. C'est ça. Le nombre total n'est pas le même.
C'est ça. Le compte total étant le même, le pourcentage. Le dénominateur est différent sur chaque pathologie et sur chaque maladie. Mais bon, c'est la difficulté des synthèses. Bon, je vous l'accorde. Je ferai remonter à Santé publique France. Je n'en prendrai pas la responsabilité, mais... Peut-être poser une petite question Oui. sur cette diapositive. Sur les maladies métaboliques, et notamment parler du diabète type 2. En fait, est-ce que c'est une exacerbation des diabètes ou c'est de la survenue de nouveaux diabètes? Est-ce que c'est précisé? Alors, globalement, dans la présentation des résultats, là, on est bien globalement sur la survenue de nouveaux cas. Maintenant, voilà, encore une fois, je suis pas Santé publique France, donc pas non plus au cœur, donc ça mériterait, je regarderai. Et puis j'ai aussi transmis le lien là, de vérifier pour le diabète, en effet, parce que votre question, pour le diabète. Oui. Et on parle souvent un peu moins des maladies métaboliques. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça mériterait vérification, mais globalement, là, on est bien sur la notion de survenue de nouveaux cas liés à l'exposition aux particules fines. Oui. Voilà, donc en effet, donc comme évoqué en amont, voilà, ces nouvelles données en fait nous permettent vraiment d'objectiver le fardeau que représente la pollution de l'air sur la santé humaine et désormais vraiment en termes de mortalité, mais aussi de morbidité. Et donc d'objectiver aussi le fait que toute réduction de la pollution aura un impact bénéfique sur la santé humaine, quel que soit le niveau de base, on va dire, de pollution de l'air. Donc voilà, il y a vraiment cette dynamique qui est déjà en place dans les territoires, mais à poursuivre sur le volet santé humaine, avec peut-être une première étape autour évidemment de l'atteinte des valeurs intermédiaires de l'OMS, qui vont être les nouveaux seuils réglementaires concernant les particules. Et déjà, ça va apporter un certain nombre de bénéfices pour la santé, mais aussi économiques, on l'a vu. Et puis à terme, vraiment, voilà, l'atteinte de ces valeurs guides dans nos territoires. Se saisir de ces chiffres, comme je le disais ce matin, pour communiquer davantage et sur les chiffres et sur les différentes maladies, pour pouvoir relayer ces infos de façon plus concrète peut-être. Tout à fait. Mais faire le choix des bons chiffres en synthèse, qu'il soit bien... Non, mais il ne faut pas noyer. On est d'accord. Des personnes dans des sites, quand tout le monde a en tête ces 40 000 cas par an, et c'est bien parce qu'il a été martelé, donc je ne pense pas qu'il faille trop se disperser dans les chiffres, mais on est en train de réfléchir ensemble aux 2-3 chiffres clés, et peut-être pour le territoire aussi, pour que ce soit plus local. Voir lesquels sont les bons à choisir en termes de communication. Parce que les 40 000, c'est vraiment les chiffres de mortalité, mais en même temps, voilà, d'objectiver aussi la survenue des maladies au-delà de la mortalité, c'est quand même, ça peut aussi être intéressant. En termes de chiffres, c'est vrai que la mise en valeur du coût est quelque chose de relativement important. Mais c'est quelque chose qui est communiqué. Il y a un peu dommage parce que 40 000 cas, 40 000 cas, c'est pour la personne, la personne qui est chez elle, qui entend ça, le coût par rapport à le coût lui-même, lui impacte directement sur la mission de sécurité sociale, des couvertures sociales, etc. Donc ça peut impacter directement les gens et ça concerne. Les gens se sentent concernés. Et puis, il y a quand on dit les 40 000, il y a les 7% qui en parallèle. Donc, il y a une vraie réflexion autour des chiffres et de voir s'il y a de choix des chiffres en termes de... Et dans le cadre de la nouvelle directive européenne, les chiffres sont encore beaucoup plus spectaculaires. C'est vrai que c'est important de communiquer dessus à un moment où on cherche 40 milliards d'euros d'économie. J'ai deux questions. Une première, oui. On peut supposer que les personnes âgées sont... Messieurs, nous avons pris un bon quart d'heure de retard.
Je suis désolée. Hein. Elle vient de dire, je suis la présidente, je peux du coup vous rappeler à l'ordre. Donc, je ne sais pas si je peux le faire. Non, mais c'est qu'après, on a encore 2 exposés. Donc, peut-être qu'on peut se garder stock de questions pour la fin. Pour tout le monde, je suis désolée de vous couper comme ça. Ce qu'on pourra faire à la fin, si jamais effectivement on n'a pas de temps, on récoltera vos questions et puis on les adressera. On parle le temps, désolée. En tout cas, merci pour la présentation. On va passer donc à la présentation suivante donc, de Monsieur Aufort de l'ADEME, qui va nous parler donc précisément de comment accompagner les particuliers et les collectivités vers de meilleures pratiques. Et cette fois, on repasse vraiment sur le chauffage. Ok, donc merci de m'avoir invité. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Éric Aufort, je coordonne le pôle transition énergétique à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Donc, le pôle transition énergétique, on s'occupe de chaleur renouvelable et de décarbonation des entreprises. Assez peu, voire pas du tout des particuliers, hein, qui n'est pas du tout dans notre spectre. Et puis, je ne suis pas du tout un spécialiste de la qualité de l'air ni de la santé. Donc, moi, je vais vous parler vraiment de la partie chauffage au bois. Et voilà. D'abord, vous donner... Alors, je ne sais pas si ça marche aussi. Oui. Donc, vous donner peut-être quelques éléments de contexte au départ, puisqu'en fait, il y a pas mal de fantasmes. Alors, il y a une slide qui est passée, j'ai l'impression. Oui. Voilà. Le bois énergie, donc déjà, élément de contexte, c'est la principale énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs en France globalement, que ce soit pour la production d'électricité ou la production directe de chaleur. Donc celle qui produit le plus de mégawattheures. Par contre, il y a un chiffre aussi qui est assez intéressant à voir, c'est que ces dernières années, je crois que vous l'avez dit dans votre exposé tout à l'heure, la consommation de bois énergie, que ce soit le bois énergie qui est utilisé par les particuliers, qui correspond à peu près à la moitié des tonnages, et le bois énergie utilisé par les industriels pour produire leur chaleur et par les chaudières collectives dont on a parlé tout à l'heure, ça se répartit grosso modo moitié-moitié, sachant qu'au départ, on avait plutôt une part plus importante de chauffage chez le particulier. Aujourd'hui, on a une part plutôt qui devient plus importante sur la partie qu'on a appelée plaquettes granulées collectives et industrie. Dans cette partie plaquettes granulées collectives industrie, moitié-moitié entre la partie industrie et la partie collective. On est en diminution, ça a été dit, alors qu'on a un nombre considérable, enfin, le nombre d'opérations, alors je ne dirais pas qu'elle augmente de façon exponentielle, mais augmente beaucoup d'année en année. Par contre, là, on constate que les fruits d'une politique à la fois, enfin, réchauffement climatique, donc moins de besoin de chaleur, mais aussi dans le secteur industriel, des installations de plus en plus efficaces, donc qui consomment moins d'énergie pour produire davantage, pour produire autant, et de même dans les collectivités, de même chez les particuliers également. Donc ça, c'est l'explication. Aussi, toujours un petit fantasme, là, je suis un petit peu hors sujet, mais je crois que c'est important. Quand on parle de bois énergie, on pense souvent déforestation. Dans bien des pays, ça peut le devenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans notre région, j'ai pris la région de Nouvelle-Aquitaine, grosso modo, le bois énergie, c'est la valorisation de 10% des bois récoltés. Ce qui veut dire que les 90 autres pourcents vont en bois d'œuvre pour à peu près 50%, et en bois de trituration, donc pour fabriquer du papier ou du panneau de particules, pour 40 autres pourcents. Donc c'est pour donner un petit ordre d'idée. Alors, pourquoi on fait du bois énergie? Bois énergie, c'était l'énergie qui, quelque part, quand on a relancé les politiques énergie renouvelable, puis on a le temps, mais on va dire depuis 30 ou 40 ans maintenant, c'était l'incontournable de la transition énergétique, pour plusieurs raisons. La première raison de la relance, notamment dans l'industrie et les collectivités, c'est la notion d'indépendance énergétique. Ça arriverait après les premiers chocs pétroliers, donc les années 70, 1900. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, valorisation de ressources locales, puisqu'a priori, on a un pays plutôt forestier et avec une forêt qui, jusqu'à maintenant, était plutôt en excédent de production. Chaque année, elle produisait de plus en plus, je le dis jusqu'à maintenant. Deuxième chose, c'est que pour les acteurs forestiers, je me place du point de vue des acteurs forestiers, de la forêt, des papetiers même, y compris des utilisateurs, le bois énergie, quelque part, contribue à valoriser ces 10%, mais ces 10%, ça rapporte de l'argent. Donc, quelque part, et ça contribue à donner plus d'argent aux propriétaires forestiers, aux exploitants, et donc, quelque part, c'est au bénéfice aussi du reste de la filière, puisqu'il y a une meilleure économie globale de la filière. La troisième chose, c'est que la moitié des gens, enfin, souvent on pense bois énergie, notamment chez les particuliers, comme un moyen de chauffage plutôt bourgeois. Quand on parle de plaquettes et de granulés, c'est peut-être vrai, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour se chauffer autrement qu'avec du bois énergie. Il faut savoir quand même que c'est dans notre région, dans certains départements, Corrèze, Creuse, pour ne pas les nommer, une partie des Pyrénées-Atlantiques, grandes maisons assez difficilement rénovables. Vous n'avez pas les moyens,
de payer d'autres types de chauffage. Ça, c'est un point important, d'autant plus que c'est aussi dans la cible des gens qui sont à la fois peut-être en précarité de santé, ça peut arriver, c'est parfois à un certain âge, et puis également qui ne peuvent pas faire autre chose et peut-être pas changer leur équipement. Voilà. Et puis également, dernière raison, enfin avant-dernière, on reviendra après sur une autre, l'énergie thermique renouvelable qui est la plus adaptée au secteur industriel. Quand on parle d'énergie thermique, c'est quoi? C'est le solaire thermique, c'est la géothermie. On est sur des niveaux de température relativement bas, des productions relativement faibles, en tout cas en termes de quantité de chaleur en un seul lieu. Donc, quelque part, le bois énergie, ce qui ressemble plus au fioul, au gaz, au charbon, c'est une énergie en un seul lieu. On peut produire beaucoup d'énergie, notamment fabriquer facilement de la vapeur. C'est pourquoi les papetiers l'utilisent, notamment, enfin, un certain nombre d'industriels l'utilisent. Donc, il faut bien voir qu'on a un contexte très favorable au développement de cette énergie. Autre contexte, c'est que, on va voir, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, je refais transparent, c'est que c'est l'énergie renouvelable, en tout cas moi je n'y vois rien sur mon écran, c'est l'énergie renouvelable, ah oui sur le mieux, donc en fait c'est l'énergie renouvelable qui est la moins chère en production, que ce soit pour l'industrie, les particuliers, et elle est largement compétitive, ah, c'est bon, merci, elle est largement compétitive avec les autres énergies fossiles, et de plus en plus. Ensuite, j'ai l'impression de sauter. Oui, il y en a une. Voilà, exactement, j'ai révisé. Hein. Le bois énergie également, pourquoi on l'a valorisé? Pour la raison qu'on connaît tous, c'est que comme on est dans un pays où la forêt se renouvelle assez rapidement, on part du principe que quand on brûle du bois, on déstocke du CO2. Hein, derrière une cheminée bois, il y a bien du CO2 qui part. Hein. Par contre, on part du principe que ce CO2 qu'on fait partir, on le remet dans le cycle forestier, donc sur un cycle d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, il est recapitalisé. Le pétrole, il faut des milliers d'années, enfin des dizaines de milliers d'années. Par contre, il y a un point de vigilance là-dessus. C'est-à-dire, autant il y a 20 ou 30 ans, je vous aurais tenu, enfin même il y a 10 ans, je vous aurais tenu un discours très rassurant en vous disant c'est super, c'est des zéro émission, etc. Aujourd'hui, ce dont on prend conscience, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les pratiques agricoles, c'est la même chose. Les pratiques sylvicoles, suivant la façon dont je replante les forêts, dont je fais mes couprages ou pas, j'ai un impact très important sur l'effet de serre, et puis également sur le type de bois utilisé. On s'aperçoit qu'il y a des bois s'ils restockent plus vite du carbone, s'ils grossissent plus vite et rapidement, etc. Donc en fait, la neutralité carbone de la biomasse quand on utilise le chauffage, c'est un peu un mythe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vertueux au niveau carbone, un peu moins ce qu'on pensait avant, et on est en train, au travers de travaux qu'on fait sur la forêt, notamment d'essayer de promouvoir des pratiques plus vertueuses. Le bois énergie et les polluants atmosphériques, ça ne m'en parle pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, parce que ce n'est pas le volet que je connais le mieux, j'ai essayé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a nécessité d'améliorer la combustion globalement sur les installations. On vous a parlé un petit peu de ce que vous avez avec les fabricants. Moi, je vais vous dire que aussi chez nous, en tant que particulier ou en tant que collectivité ou industriel, on a les moyens de réduire, par quelques actions, de réduire l'impact atmosphérique de la combustion du bois énergie. Alors, je me suis d'abord mis dans le chauffage domestique. Premier truc qu'on fait d'ailleurs, même si c'est une politique d'isolation des bâtiments, des particuliers, nos bâtiments est plus ou moins chaotique par moment. Il y a quand même aujourd'hui, le premier truc, c'est d'isoler pour consommer moins, tout simplement. Hein. Donc là, voilà. Ensuite, promouvoir les systèmes les plus efficaces, ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec les flammes vertes, cette étoile. Et puis également, la sensibilisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, que vous avez développés au niveau d'Atmo, que nous, on a développé. J'en ai fait une petite liste, mais ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, d'autant plus que, si vous voulez, il y a plusieurs paramètres, vous l'avez dit, mais je le répète parce que c'est véritablement important. Il y a 2 paramètres, y compris quand on installe un bon équipement, qui peuvent poser problème. J'ai d'abord parlé du dernier, c'est la qualité du combustible. Que ce soit la qualité des bûches, la qualité des plaquettes pour renommer, voire des granulés, même si globalement les granulés, il y a une qualité qui est à peu près standardisée et certaine, elle influe énormément, bien sûr, sur la combustion que vous allez faire, sur la qualité de combustion et d'efficacité des systèmes qui ont été mis en place. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de 18 mois de séchage de bois domestique, enfin pour le chauffage domestique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pratiqué. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et puis la deuxième chose, c'est que les installations, alors on a parlé d'appareils de qualité, mais notre souci aujourd'hui, et c'est valable aussi sur les chaudières collectives, c'est qu'en fait, ce matériel de qualité, il n'est pas toujours très bien dimensionné ni installé. Alors, il y a certes une marque de qualité pour les artisans qui est RGE, qui permet
de qualifier les choses, mais il faut faire attention à deux choses. Notamment, il y a une tendance très très forte, tout comme toutes les autres énergies, à la surpuissance. C'est-à-dire que vous avez besoin de 30 kW, vous en servez 60. C'est bien plus cher et vous êtes tranquille. En fait, votre appareil ne va jamais fonctionner très correctement. La deuxième chose, c'est la réalisation des cheminées. Moi, j'ai vu des cheminées à triple coude. Hein, sur des, voilà. Donc, voilà. Donc, on voit que l'installation, c'est véritablement un paramètre très important, voilà, sur lequel il faut travailler. Donc, je dirais comment. Je l'accélère peut-être un peu parce que je prends du temps. Il y a également, donc, sur les... Alors, attendez, là, je suis revenu en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, c'est bon. Voilà. Oui, effectivement. Donc, pour le chauffage collectif, oui, je vais reparler de la réglementation, puisque ça, c'est pas forcément. Je vais parler des actions. Il y a la même chose, chauffage collectif, donc industrie, collectivité. Je le dis, s'il y en a qui... On habite tous quelque part, donc il y a peut-être des collectivités qui veulent faire du bois énergie. Donc, pareil, risque, surpuissance. Ensuite, c'est très, très mauvais d'installer un chauffage au bois et de l'éteindre sans arrêt. Donc, concrètement, si je suis dans un hôtel en station de montagne, par exemple, les clients, le week-end, ça ne vaut peut-être pas le coup d'installer un chauffage à plaquettes, voire même un chauffage à granulés, parce que tous ces arrêts de puissance, que le soir, etc., on contribue à redémarrer, descendre en température, redémarrer, et à ce moment-là, on a des émissions de particules encore supérieures. Donc, il faut vraiment installer le bon truc au bon endroit. La qualité du combustible, c'est la même chose. Moi, j'ai fait ce que disaient tout à l'heure certaines personnes. On a pris un alternant l'année dernière. Il a été voir un peu toutes les chaudières bois qu'on avait accompagnées il y a 10 ou 20 ans dans les collectivités, chez les chéristes et chez les industriels. Il y en avait certains qui n'avaient aucune idée de la qualité du combustible et l'importance de la qualité de combustible. Ils le savaient au début parce qu'on le vérifie. Au bout de 5 ou 6 ans, il n'y a plus de mémoire, plus de contrat d'approvisionnement, du bois humide, et vous avez de mauvais résultats en pollution de l'air. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et ça rejoint la formation du personnel d'exploitation sur lequel on travaille. Mais voilà. Ensuite, alors, maintenant, je pars pour ce qui intéresse en général le plus les gens, c'est les aides financières. J'avais presque oublié ça, mais on m'a rappelé alors. Donc, les soutiens financiers de l'ADEME sur le bois énergie et sur d'autres sujets. Ils essaient de tenir compte de ce qu'on a dit. Déjà, on a essayé de rendre nos soutiens plus accessibles, de faciliter l'accès à nos aides financières en déléguant une partie de nos aides, notamment sur la partie bois énergie, hein, partie qu'on gère encore directement, et des conseils à des opérateurs de proximité. Donc, lorsque je fais partie d'ailleurs d'une des structures qui en fait partie, au titre du département de la Gironde, c'est en fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de faire. Donc, en fait, on donne des enveloppes d'argent à des structures qui sont des départements, des syndicats d'énergie. Toute la région est couverte, ce qu'on appelle les contrats chaleur renouvelables. Et pour les opérations collectives et industrielles, en fait, ces contrats chaleur, si vous voulez, l'intérêt, c'est que le maître d'ouvrage, la personne qui veut faire une opération de collectivité industrielle, s'adresse à lui, il est en proximité, et il va accompagner ce porteur de projet de A à Z, du pré-conseil. Notamment, il va faire attention à ce que la chaudière soit bien installée, justement pour ne pas tomber comme le cas caricatural que je disais tout à l'heure, d'une chaudière en montagne qui ne sert quasiment pas. Il va prédimensionner, on va regarder quelle est la meilleure solution énergie renouvelable, parce que dans bien des cas, c'est le bois énergie, mais dans un certain nombre de cas, il vaut mieux promouvoir une source d'énergie, elle n'est pas émettrice. Ça, on y apporte de plus en plus de soins. Et puis après, il va gérer le système d'aide, la réception et l'aide à la réception, et aussi avoir un regard sur cette qualité du combustible. Donc concrètement, si vous êtes une collectivité ou un industriel, vous avez, alors c'est le petit lien où on ne voit pas grand-chose, sur notre site internet, il a contacté nous. Vous pouvez trouver l'interlocuteur qui est le plus proche de chez vous. Est-ce que vous me permettez juste une micro-coupure? Ça va faire 2 contrats qu'on a eu avec l'ADEME de période de 3 ans. Donc au début, on était essentiellement sur le bois énergie, très peu sur le solaire thermique, pas beaucoup sur la géothermie. Alors géothermie de moyenne profondeur. Et en fait, pour des raisons qui restent là à analyser au terme du 2e contrat, avant qu'on bascule dans un 3e, alors on s'adresse tout le temps essentiellement à des collectivités, mais on a aussi des bailleurs sociaux, et puis ça peut être des opérateurs, des hôteliers, des campings, voilà, ce genre. Ça peut être aussi le secteur du tourisme qui est intéressé. Alors, évidemment, on ne s'adresse pas aux particuliers, comme ça a déjà été rappelé. Actuellement, au bout maintenant de 6-7 ans, on est quasiment à moitié géothermie, moitié bois énergie. Donc, il y a une évolution
On ne sait pas trop si ça tient à nos propres opérateurs associatifs, aux territoires avec lesquels on travaille, à d'autres incitations, mais voilà. En tout cas, ça glisse un peu vers ce modèle. Et du coup, l'orientation forte, utiliser le, qui est la suite de mon exposé, Oui. vous avez fait la transition. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a vraiment, on n'y était honnêtement pas très attentif jusqu'il y a 2-3 ans de ça, mais aujourd'hui, véritablement, quand on nous amène un projet, ou quand les opérateurs gèrent un projet, on regarde vraiment que les autres solutions énergie renouvelables aient été regardées. On n'est plus sur l'idée de se dire, voilà. Alors, c'est facile aussi, hein, parce que maintenant, déjà, le bois devient plus cher, mais surtout les autres énergies traditionnelles sont devenues plus chères et compétitives. Du coup, même des solutions géothermie et solaire arrivent à avoir une forme de compétitivité. Et puis, il ne faut pas se leurrer, dans certains cas, elles sont beaucoup plus adaptées techniquement. Voilà. Hein. Si j'ai besoin de me climatiser ici, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, s'il y avait de la ressource, la géothermie serait sûrement plus adaptée que le chaud, parce qu'on fait du frais et du chaud. Voilà. Et puis, il faut bien voir, je tiens à le dire, parce qu'on est toujours un peu négatif sur les aides publiques, on était un peu peut-être sur les aides aux particuliers, mais il y a aussi, j'ai parlé d'efficacité, il y a beaucoup de soutiens financiers qui ont été apportés sur la notion d'efficacité énergétique, hein, qui sont apportés par les certificats d'économie d'énergie, gérés pour les collectivités, souvent par les syndicats d'énergie qui peuvent les conseiller là-dessus. Donc, tout ce que je disais sur moins se consommer de bois, avoir plus d'efficacité, il y a un package qui est tout à fait possible, qui permet quand même un accompagnement dans un pays qui quand même a un peu moins d'argent, mais là-dessus, il y en a un peu quand même, ce qui est une bonne chose, enfin, jusqu'à maintenant. Les exigences de l'ADEME, quand on est d'une opération, c'est pour rassurer, on avait posé la question de la trappe, je crois, tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas d'où elle venait. Donc, on a des exigences de la trappe, je ne sais pas où on la met, mais en tout cas, on a des exigences pour aider des opérations dans les chaudières collectives, quelle que soit la taille, on a des exigences supérieures à la norme. Alors, je ne vais pas vous lire le baratin, c'était juste pour vous montrer qu'à l'adresse qu'il y a nos exigences. Ensuite, les soutiens de l'ADEME aux particuliers, comme je vous l'ai dit, on n'en apporte pas directement, mais indirectement, on en apporte. Je crois qu'il y a une intervention de Bordeaux Métropole, donc je vais être très rapide là-dessus. Je vais donner un élément de contexte. Donc, l'ADEME a lancé encore cette année un appel à candidature pour ce qu'on appelle le fonds Airbois. L'idée, c'est qu'on délègue un fonds aux collectivités, alors qu'elles soient couvertes par un PPA, voire non couvertes par un PPA dans des conditions bien particulières, pour qu'elles mettent en place, à destination des particuliers, un fonds Airbois qui a pour objectif de changer, de les inciter, ces particuliers, de leur donner des moyens financiers pour changer de type d'équipement, de passer d'un équipement bois plutôt polluant à un équipement bois beaucoup plus récent puisqu'il sera neuf. Voilà, donc il y a deux types d'aides. Pour les collectivités PPA, donc c'est un fonds qui permet de financer des équipements et puis également un fonds qui donne de l'argent pour l'animation. Et pour les territoires non couverts par un PPA, il y a possibilité, sous réserve d'avoir quelques remplir des conditions, de répondre à cet appel à projet. Donc aujourd'hui, sur la région, il y a Bordeaux Métropole. Je sais que, alors, je ne sais pas où ils en sont, mais que le Pays Basque, enfin, le lot du Pays Basque est sur les rangs. Je ne sais pas où elle en est de sa démarche. Mais voilà. Voilà. Ensuite, je termine très rapidement. Je vous ai mis, moi, ce qui me semblait nécessaire. Alors, il y a beaucoup de littérature. Je m'excuse, j'ai pris celle d'Atmo, j'ai repris la nôtre. Donc, j'ai repris les ressources documentaires, moi, qui me paraissaient les plus précieuses. En tout cas à mes yeux, c'est ce que je donne, pour le chauffage chez le particulier. Donc, une qui est un peu théorique, c'est l'avis de l'ADEME sur le chauffage domestique au bois, ça va vous dire ce que je viens de vous dire. Et puis, des plaquettes qui sont plutôt destinées aux particuliers. Vous pouvez largement les diffuser. Alors, là, elles sont sur version électronique, si vous cliquez dessus. On a encore quelques exemplaires papier. On a même parfois fait des coéditions avec des collectivités. On peut, si vous souhaitez habiller un truc et vous l'approprier en tant que collectivité, parce que vous voulez faire un... Voilà, mettre un cognac sur le sujet, c'est tout à fait possible. Je vous ai mis aussi pour les professionnels, donc deux choses, un avis de l'ADEME sur le sujet, et puis un sujet, donc c'est une thèse qu'on a financée, on finance aussi des thèses, et qui vous dit un peu, qui caractérise, alors le titre est un peu caractérisation physico-chimique des particules issues du chauffage domestique au bois, donc c'est pas... Par contre, dans la thèse, vous avez un truc intéressant justement qui vous apporte des informations sur la part relative entre la qualité de l'équipement, l'importance relative de la qualité de l'équipement et des conditions dans lesquelles on l'utilise. C'est-à-dire que là, on voit documenté
qu'effectivement, j'explique ici sur cette fois, vous avez dit, que les conditions dans lesquelles on utilise le combustible trop humide, le truc mal installé, etc., ont une importance très, très significative sur le résultat final. Voilà. Autrement dit, un très bon équipement mal géré, c'est pas très, ça sert à rien, pour résumer. Enfin, c'est pas ce que dit la thèse, mais elle montre quand même des limites. Et je crois que j'en ai terminé. J'ai l'impression toujours d'oublier quelque chose. Non, c'est parfait. Non. Voilà. Bien le face. On va prendre peut-être juste une question et puis passer à la présentation. C'est-à-dire que quand on parle de chauffage d'énergie au sein d'un foyer, on ne prend pas en compte la qualité de l'air intérieur. Et actuellement, le problème des chauffages mal gérés, c'est le problème des moisissures, c'est le problème de développement de certains acariens, ainsi de suite. Et tout ça, pour le moment, on ne le prend pas en compte. C'est vrai qu'au niveau d'ATMO, il y a un programme qualité de l'air intérieur qui doit démarrer. Donc, je suis bien content. On prend en compte dans les politiques de lutte contre la précarité énergétique. Oui, puisque la première problématique... Là, on pourrait on n'est pas tout le temps, pas une position. C'est d'ailleurs qu'en l'occurrence, le problème, c'est les passoires, au niveau des passoires thermiques, chez les particuliers, c'est ces personnes-là auxquelles on propose une aide, n'ont pas les moyens de fournir. C'est-à-dire qu'ils ont une installation qui va leur coûter à peu près, disons, 10 000 euros. On va leur apporter 2 000 ou 2 500 euros au maximum des cas. Où est-ce qu'ils vont trouver les 8 000 ou 7 400 ou 8 000 euros? Et c'est là, le problème, il est là. À ce niveau. Et ça, la dette ne peut pas le résoudre. Et la pollution à l'intérieur est dépendante aussi chauffage, pas chauffage. C'est ce que je voulais dire, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir un chauffage pompe à chaleur qu'on n'utilise pas ou mal, et un problème d'humidité. Voilà, j'ai pas dit que en utilisant un chauffage polluant, ça n'avait pas d'impact sur la qualité de l'air intérieur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépasse encore le sujet. Il y a des études qui ont été menées de recherche sur la qualité de l'air intérieur. Tout à fait. Nous, on en a quelques-unes. Alors moi, je suis complètement incompétent sur le sujet, mais je sais qu'on en a quelques-unes. Il y a une très bonne bibliographie faite par nos collègues anglais que j'ai pu retrouver parce que j'ai eu à faire un exposé malgré tout, où on chiffre vraiment en termes de mortalité l'impact de la qualité de l'air intérieur dans un certain nombre de foyers anglais, bon, dans des conditions climatiques sont un peu les nôtres, hein, enfin en tout cas dans le sud-ouest un peu humide et un peu douce, et on voit le côté pathogène de la chose, et on voit que la précarité énergétique d'ailleurs tue beaucoup plus en hiver qu'en été, à ce sujet-là. Et dans alors ça peut changer, mais voilà, je sors du sujet. Voilà. On sait qu'il reste de pays ouverts. On a des statistiques, je ne le sais pas là, je pourrais vous le retrouver. Il y a quelque chose quelque part. Le problème, c'est que le foyer ouvert, on a beaucoup de foyers ouverts utilisés comme chauffage, c'est beaucoup plus délicat. D'ailleurs, les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, j'ai failli le dire sur le chauffage particulier, on est en train de tous les recalculer parce que ce sont souvent des bases qui viennent des impôts, quand vous déclarez, enfin du recensement, pardon, quand vous déclarez chauffer au bois avec. Mais sauf que c'est parce qu'il y a une cheminée, est-elle utilisée, n'est-elle pas utilisée, ça c'est un autre sujet. Et du coup, on recoupe ces chiffres avec les consommations de bois, mais on n'y voit pas très clair parce qu'un tiers, grosso modo, n'est pas déclaré. Donc, je vous passe les détails d'approximation en approximation, quand même des quantités. On fait des petits focus territoriaux, donc on est à peu près sur des valeurs, mais quand même dans enfin, à peu près sûr. L'ordre de grandeur est bon, mais voilà. Mais par contre, je ne sais pas. C'est les chiffres que je vais envoyer, mais on n'y voit pas clair en fait sur cette partie relative. On l'a fait en Dordogne, par exemple. Nous, là, pour le compte, on l'a financé, mais si je trouve, je passerai, voilà, je regarderai ça même. Partie des sources, ok. On va peut-être passer à Bordeaux Métropole, donc Pascaline Galli, je vous ai en ligne. Donc, pour parler d'un retour d'expérience sur Bordeaux Métropole, le fond est bon. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Super. Donc, Pascaline Galli, je me présente. Je suis chargée de mission de qualité d'air à Bordeaux Métropole au sein du service Santé et Résilience.
Et je suis appuyée aujourd'hui par Coralie Guibert qui vient d'arriver dans notre service et qui est chargée de mission animation sur le fonds Airbois. Donc le fonds Airbois dont on va parler aujourd'hui, qui est une des solutions opérationnelles qui va nous permettre de diminuer les émissions et in fine les concentrations de particules sur le territoire. Donc je vous propose qu'on commence par, avant de parler des spécificités vraiment du fonds Airbois et du territoire de Bordeaux Métropole, par parler de quelques généralités sur le chauffage au bois. On va aller assez vite, du coup c'est la slide suivante. Parce que finalement, ce sont des choses qui ont déjà été présentées par les intervenants qui m'ont précédé. Donc voilà, le chauffage au bois, c'est une énergie renouvelable sur le territoire, une des premières. Le tarif est attractif. C'est une activité économique fondamentale sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il reste que quand le chauffage au bois est utilisé dans de mauvaises conditions, et on tient beaucoup à cette partie-là de la phrase, le chauffage au bois est polluant. On a donc, voilà, ça a été dit, 3 facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour diminuer les émissions de particules qui sont liées au chauffage au bois qui est utilisé dans de mauvaises conditions. L'installation en elle-même avec l'ancienneté de l'appareil et puis ça a été rappelé la façon dont l'installation a été dimensionnée. Le combustible qu'on va utiliser, est-ce qu'on va brûler du bois sec qui est labellisé, qui a été bien stocké, ou est-ce qu'on va brûler un bois qui est un petit peu plus humide? Et puis enfin, les pratiques de l'utilisateur, l'entretien de son installation et puis les réglages de son appareil au quotidien. Alors ensuite, du coup, pour faire un focus sur le chauffage au bois à Bordeaux Métropole, alors c'est l'inventaire des émissions 2018 d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, c'est pas le dernier en date, je suis désolée, j'ai pas remis les chiffres de 2022, ils ont un petit peu changé, mais voilà, il reste que quand même sur le territoire, et ça je pense que ça n'a pas changé, le secteur résidentiel, c'est la première source d'émissions de particules en suspension et de particules fines. Et au sein de ce secteur résidentiel, quand on regarde un petit peu, le chauffage au bois représente la très très grande majorité des émissions de ces particules. Donc voilà, si on veut agir sur les particules fines, on va agir principalement sur le chauffage au bois d'abord. Et après, on a parlé de pollution chronique, de pollution ponctuelle. Même si c'est pas la pollution ponctuelle qui a le plus d'impact sur la santé, on a quand même en 2023 6 pics de pollution, dont 5 qui étaient liés au chauffage au bois. Et après, sur la pollution plutôt chronique, le fardeau de la pollution aux particules fines, chez nous, ça représente 600 décès par an. Après, pour parler un petit peu du cadre dans lequel on s'inscrit, le chauffage au bois, ça va être un sujet qu'on retrouve dans plusieurs documents. Donc, on va avoir le plan national pour le chauffage au bois performant qui, si je ne me trompe pas, est issu de la loi climat et résilience de 2021, qui dit que finalement, les émissions annuelles de particules fines doivent être réduites, celles qui sont issues du chauffage au bois doivent être réduites de 30% à l'échelle nationale sur la période 2020-2030, sauf si on est dans un territoire qui est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, auquel cas là, il faut baisser de 50% les émissions de particules fines qui sont issues du chauffage au bois. Logiquement, on retrouve le sujet du chauffage au bois avec le fonds Airbois dans le plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération de Bordeaux. Et enfin, c'est un sujet aussi qu'on a inscrit dans notre plan climat-énergie territorial. Pour parler maintenant plus spécifiquement du dispositif du fonds Airbois, donc qui est un dispositif qui est en fait porté par l'ADEME et qu'elle met à disposition des collectivités au travers d'appels à projets. Donc ça a été dit tout à l'heure, hein, l'objectif c'est d'accélérer le renouvellement naturel des appareils de chauffage domestique au bois d'une part, et d'autre part de travailler sur les bons gestes autour du chauffage au bois, y compris sur le volet brûlage à l'air libre des déchets verts, qui peut dans certains territoires représenter une part importante des émissions de particules fines. Donc l'objectif c'est de diminuer ces émissions et in fine les concentrations de particules. Et l'idée, c'est de proposer aux particuliers une aide financière qui les aide à changer leur ancien appareil polluant par un nouvel appareil qui est labellisé flamme verte et en même temps de sensibiliser les personnes qui utilisent le chauffage au bois à l'utilisation d'un combustible de bonne qualité. Donc on a aujourd'hui à peu près une trentaine de collectivités qui sont soit engagées dans le dispositif du fonds Airbois, la mise en œuvre du fonds Airbois, soit dans une étude de préfiguration. Les 2 grandes étapes que nous, on a suivies, qu'on va vous présenter là, pour agir via un fonds Airbois, c'est d'abord de candidater à l'appel à projet de l'ADEME sur le volet études de préfiguration.
où nous, donc, on a candidaté en 2022, on a mis à peu près 8 mois pour faire l'étude. Et dans un second temps, suivant les résultats de l'étude de préfiguration, de candidater, si on souhaite se lancer, sur le volet déploiement, vraiment à proprement parler, du fonds Airbois, avec un accompagnement à la fois technique et financier de l'ADEME. Pour vous parler un petit peu de l'étude de préfiguration, donc nous, on a été lauréat de l'appel à projet de l'ADEME à l'été 2022. On a travaillé avec un prestataire pour faire une enquête téléphonique et une enquête en ligne pour connaître finalement mieux le territoire en termes de chauffage au bois. Et voilà, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées sur la perception du chauffage au bois, sur les freins au changement, sur les incitations au changement. Et voilà, les réponses étaient assez intéressantes. Pour la grande majorité des répondants, le chauffage au bois avait un impact limité à la fois sur la qualité de l'air extérieur et intérieur. Et quand on fait une petite phrase pour expliquer que le chauffage au bois, quand il est utilisé dans des mauvaises conditions, a quand même un impact non négligeable, il y a eu la moitié des répondants qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas surpris et qu'ils connaissaient ces impacts-là sur la qualité de l'air. Ce qui nous a fait dire que finalement, il y a quand même un enjeu important de communication et d'acculturation autour de ces questions de qualité d'air et de pollution liées au chauffage au bois. Pour parler des éléments d'hésitation au changement, donc sans surprise, on retrouve sur le podium le coût du matériel qui fait hésiter les personnes. La perspective de réaliser des travaux avec les complications qui peuvent parfois survenir, avec la salissure que ça peut entraîner, et ensuite la rentabilité du changement qui font hésiter les personnes. Les leviers d'incitation au changement, là encore sur la première marche, l'incitation financière, la perspective d'économie sur la consommation de bois qui suit, et puis enfin l'amélioration du confort et l'amélioration de la santé des proches suite aux travaux. Sur les résultats un petit peu plus en détail, on avait voilà, sur le territoire 16% de foyers ouverts, donc tous usages confondus. On a à peu près 32% en appoint exceptionnel et la moitié, 50% en agrément. On a 25% d'appareils qui sont avant 2005, tout type d'appareils confondus, qui sont du coup les appareils qu'on va cibler dans le fonds Airbois. Et encore une fois, un petit peu plus dans le détail, ces appareils ouverts et fermés anciens d'avant 2005, ils représentent 41% du parc, mais même malgré qu'ils représentent moins de la moitié du parc, ils représentent plus de la moitié des émissions. Et donc, c'est ça qui nous a fait finalement candidater à l'appel à projet de l'ADEME, mais cette fois-ci sur le volet mise en place du fonds Airbois pour travailler sur ce parc-là. Donc, on a été lauréat en juillet de l'année dernière de cet appel à projet. Et nos objectifs donc, répondent à ceux qui sont exigés par l'ADEME, c'est-à-dire multiplier par 1,5 le taux de renouvellement naturel qu'on observe sur le territoire. Donc, nos objectifs, c'est renouveler 4000 appareils d'ici 2027. Et ensuite, on a un deuxième palier qui est à 10 000 appareils en 2030 qui correspond aux objectifs de notre plan climat et énergie territorial. Donc, très rapidement, les caractéristiques de notre fonds Airbois. Donc, on parle bien de changer un ancien appareil de chauffage au bois par un nouvel appareil de chauffage au bois. On ne fait pas de remplacement de bois vers gaz ou de bois vers un autre système. On s'adresse aux logements qui sont situés sur Bordeaux Métropole et qui comprennent un matériel de chauffage au bois qui est en état de fonctionnement et qui date d'avant 2005, peu importe l'usage, le type et le combustible, c'est-à-dire que ce soit un usage principal, un usage d'appoint, un usage plaisir, que ce soit un foyer ouvert, un insert, une cuisinière à bois, que ce soit des granulés ou que ce soit des bûches, tout est éligible. On n'a pas mis de plafond de ressources, donc tout le monde est éligible, quels que soient ses niveaux de revenus. Et on impose donc le renouvellement vers un nouvel appareil de chauffage au bois. Là encore, quel que soit l'usage, le type et le combustible, ce nouvel appareil doit être labellisé flamme verte et il doit être installé par un opérateur qui est certifié RGE. Donc les montants d'aide sont fixes pour que le dispositif soit simple et lisible, mais ils sont quand même différenciés selon les ressources du ménage et selon le matériel acheté, avec une différenciation avec les chaudières qui sont un petit peu plus chères à l'achat, donc on donne quand même un petit peu plus d'aide pour les personnes qui souhaitent s'équiper de chaudières à granulés, mais pas de différenciation selon le type de combustible. Donc aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on a lancé le dispositif. Il a été adopté en conseil de métropole fin septembre de l'année dernière.
On en est à peu près à 180 dépôts de dossiers. On a les 3/4 des dossiers qui sont acceptés, on a très peu de dossiers qui sont rejetés. Le montant moyen d'aide est de 1 000 €. Et fait qui est intéressant, on a demandé aux personnes qui déposaient des dossiers comment est-ce qu'elles avaient eu connaissance du dispositif. Et il y a à près d'un tiers des personnes qui nous ont répondu que ce sont les professionnels qui relaient l'information. Et du coup, ça nous a fait prendre conscience de l'importance que peuvent avoir les professionnels en tant que tiers de confiance pour porter le dispositif au plus près des personnes qui pourraient en avoir besoin. On va y revenir un petit peu plus tard. On a travaillé sur plusieurs outils de communication, donc les classiques pages internet et puis spots radio et vidéo. Vous avez les liens du coup sur la présentation, avec des articles presse aussi, des affiches. Et puis on a travaillé à des flyers à la fois pour les particuliers, pour leur faire connaître le dispositif, et aussi pour les professionnels, pour que eux aient connaissance du dispositif d'une manière qui leur soit vraiment appropriée, propre et personnalisée, pour que du coup eux puissent faire connaître le dispositif à leurs clients. Et puis on s'appuie beaucoup aussi sur le guide de l'ADEME sur les bons gestes qui a été présenté tout à l'heure. À noter aussi qu'on s'adosse beaucoup au dispositif de rénovation énergétique des logements qui s'appelle Marénov Bordeaux Métropole. Les deux dispositifs sont vraiment parallèles. La plateforme pour le dépôt des dossiers est conjointe. Le centre d'appel pour les questions de premier niveau est conjoint aussi. L'idée étant que on parle du fonds Airbois, mais on parle aussi plus globalement de rénovation énergétique du logement. Et on incite les gens, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent et si c'est pertinent, à aller plus loin que juste le changement de leur seul appareil de chauffage au bois et peut-être à penser à une rénovation un peu plus globale de leur logement. Sur les perspectives d'animation du dispositif, donc voilà, on a une chargée de mission d'animation du dispositif qui nous a rejoint tout récemment. Et donc l'idée, c'est qu'on a lancé plusieurs pistes, mais là, on voudrait que ça prenne un petit peu plus d'ampleur. On va essayer de mobiliser les communes et les CCAS pour se faire relais du dispositif. On s'appuie déjà beaucoup sur les espaces conseils France Rénov parce qu'on a fait le choix d'imposer préalablement au dépôt de dossier un rendez-vous avec un conseiller d'un espace conseil France Rénov. Pour que justement la personne puisse avoir un regard sur le devis qu'elle va proposer, sur le dimensionnement qu'on lui a proposé aussi de son installation, et justement qu'il y ait aussi ce conseil sur est-ce que vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin dans la rénovation énergétique de votre logement. On s'appuie aussi sur ces espaces conseils pour faire des animations à la fois internes et externes qu'on est en train de monter. Du porte-à-porte avec un dispositif qu'on est en train de monter avec la Poste et puis avec la ville de Bordeaux aussi, qui a des accompagnateurs plutôt sur le sujet des questions transition énergétique et sur le sujet eau, et du coup qui va aussi relayer le fonds Airbois auprès des personnes qui sont concernées. Et enfin, on avait déjà commencé à mobiliser les professionnels au travers d'une première réunion d'information d'une trentaine de professionnels du territoire l'année dernière, fin d'année dernière. Et l'idée, c'est de s'appuyer de plus en plus sur eux, avec des réunions régulières, avec des retours terrain qui peuvent nous faire remonter, de solliciter aussi les clubs d'entreprise du territoire, les fédérations professionnelles et les enseignes de bricolage pour aller tenir des stands et être auprès des personnes qui peuvent être concernées par le sujet du chauffage au bois. Et j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop vite, j'essaie de rattraper un petit peu. C'est bien, on revient à peu près dans les temps, donc on va avoir un peu de temps pour les questions. Donc, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au fonds Airbois ou à l'expérience de Bordeaux Métropole? Par rapport. Moi, j'avais des questions par rapport a priori, je pensais que ce sont plutôt les personnes âgées qui sont en fin de vie qui décèdent. Est-ce qu'on a calculé l'impact sur les caisses de retraite? Là, dans ce cas-là, ce sera un impact plutôt positif. Est-ce que c'était parce que bon, il faut une solution pour les impacts positifs et négatifs? Donc, certains l'impact négatif, au contraire, c'est des personnes qui sont en activité, on peut cotiser. Mais voilà, est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Je n'ai pas notion de ça dans le parcours du rapport, mais voilà, vous avez fourni le lien et puis on pourra regarder, enfin je regarderai, mais je ne pense pas.
mais c'est à regarder. Non, c'est vraiment les plus directs, voilà, sécurité sociale. Si, je peux me poser la question. C'est un sujet d'actualité. Hein. Oui. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut continuer à polluer pour à développer nos petites salles de retraite, hein. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a ce type d'études aussi de la mortalité avec les pesticides? Donc, on voit effectivement, bon, on en parle beaucoup des choses pas on parle aussi des pesticides, mais on a moins de chiffres aussi précis sur l'impact sur la santé, sur le bon. En effet, on n'a pas du tout les données équivalentes sur le volet pesticide, que ce soit déjà en termes de toxicologie, que ce soit en termes d'impact sur la santé, et aussi voilà, d'estimation par ailleurs. C'est certain. Là, c'est vrai que voilà, ces études ont vraiment été centrées sur les particules fines sont le polluant le plus préoccupant vis-à-vis de la santé humaine. Et donc voilà, cette étude a été centrée là sur les particules fines et sur le dioxyde d'azote. Après, pour autant, on a aussi des chiffres sur la santé, sur les pollens. On l'a évoqué, sur l'ambroisie, plus précisément. Enfin voilà, c'est vraiment par polluant prioritaire. Mais non, on n'a pas de données en effet aussi fines, malheureusement, autour de l'enjeu pesticide. J'avais une question, mais alors tout à fait à l'autre opposé, c'était pour les enfants. Je ne sais plus où j'ai lu, je crois que c'était une étude d'Herbarif qui montrait la surexposition des enfants notamment à la pollution routière, parce que proximité des logements sociaux, etc. Et je me demandais si du coup l'étude que vous nous avez montrée, avec les expositions, elles pouvaient, vous avez distingué les communes rurales des communes urbaines denses, elle était descendue jusqu'à des niveaux plus fins comme ça selon les quartiers et la proximité de rocades, de grands axes routiers, puisqu'il y a une surexposition très différenciée selon les types de logements. Là, c'est vraiment une étude globale qui a été conduite. D'accord, ça ne permet pas de zoomer jusque-là. En fait, en moyennant, la donnée de base, c'est vraiment la moyenne des concentrations communales. Donc, voilà, c'est pas effectivement... et les données ont été ensuite déclinées au niveau régional, mais pas à une échelle infra, même départementale ou communale, voire de quartiers dans lesquels il y a des enjeux. Pour autant, la méthodologie qui est appliquée là, concrètement, c'est l'EKIS, l'évaluation de l'impact en fait sanitaire, qui est une méthode qui a été déployée par l'OMS et qui est une méthode qui est utilisée. C'est la même méthode en fait qui peut être utilisée localement sur des territoires avec des enjeux particuliers, avec Santé publique France et des collectivités pour voilà, mener des études plus fines. Donc, on va dire que c'est la même méthodologie. Ce n'est pas cette étude-là, mais c'est ce type de méthodologie qui peut être conduite et celle que vous avez citée. En effet, on fait partie. Oui. J'ai juste une remarque aussi par rapport à cette carte que je vois. Ah, pardon. Oui, allez-y. On la voit que l'écran, d'accord. C'est la diapo, c'est la page 38 sur 87. Oui, sur l'ARS. Études santé publique. On voit les données qui ont été prises en compte sur la région par rapport à l'exposition des populations. Et on voit effectivement que sur la région, c'est principalement Bordeaux Métropole qui ressort. On ne voit pas du tout... je regarde ces chimères 2023 qui a été prise comme référence, où il n'y avait pas, si je ne dis pas de bêtises, le feu et les incendies qui étaient pris en compte dans... C'est ça. Mais c'est les données que vous avez fournies d'ailleurs à Santé publique France. Enfin, Santé publique France, vous avez questionné. En tout cas, pour chimère, là c'est du chimère. Et chimère, c'est du niveau national. Et si je ne dis pas de bêtises, en 2023, il n'y avait pas les incendies activés dans chimère 2023. Donc, ça serait intéressant de les voir aussi dans ce type d'études. Notamment pour 2022, je pense. Chimère, c'est une base de données de qui? Chimère, c'est un modèle. Un modèle, d'accord. De pollution. C'est l'INERIS, c'est le SSQA. D'accord, INERIS. Là, j'arrivais pas à voir. Après, voilà, au fur et à mesure de l'évolution des données, enfin, voilà, ce sera intéressant de voir aussi l'évolution de ces chiffres-là, finalement, dans les années qui viennent. Bon, trois petites remarques. Au tout dernier moment, reclore de l'air, on l'avait poussé un peu, mais la ministre a annoncé vis-à-vis de tous les instituts une réactualisation de toutes les études, là dont on parle, concernant le coût, les impacts sanitaires et leur coût. Deuxième chose, pour la première fois,
au niveau de l'Europe, en préambule de la justification de la nouvelle directive de la qualité de l'air, il y a tout un volet d'études des impacts sanitaires, économiques, environnementaux, et c'était une des justifications qui ont fait consensus pour la nouvelle directive. Alors, c'est pas facile à trouver, mais je vous invite à lire cette partie, et la conclusion est un peu terrible, hein. En euros mis par l'ensemble des pays dans la nouvelle directive, c'est 70 € économisés. C'est le rapport est quand même assez justifie vraiment le déploiement de cette politique. Et puis la troisième chose, on parle d'impact sanitaire, alors on parle d'impact économique sur l'agriculture. Donc le groupe Ozone, il va faire son rendu, il méritera d'être présenté d'ailleurs, a beaucoup travaillé sur les impacts sur l'agriculture, hein, notamment sur les cultures céréalières. Là encore, les chiffres, c'est moins 15 à moins 20% de rendement, quoi, dans la plaine de Beauce, par exemple. Et puis les études d'impact sur les services perdus des écosystèmes se multiplient aussi par l'OFB, si bien que quand on additionne tous ces coûts, ça fait des dizaines et des dizaines de milliards. Et donc, malheureusement, quand on construit un budget de l'État, on n'additionne pas les mêmes colonnes. Voilà, c'est pas ces colonnes-là. Alors, pour autant, et je vous invite à le lire, on a obligé, dans le cadre du groupe de travail sur l'économie verte, à avoir auprès du budget de l'écologie ce qu'on appelle le jaune budgétaire. Alors, allez sur jaune budgétaire, et là, vous voyez la comparaison, la balance de tous les coûts. Les politiques, voilà, qu'est-ce qu'elle apporte en plus, qu'est-ce qu'elle apporte en moins. Et notamment, il y a l'analyse en détail, y compris pour les sujets de santé et environnement, comment dirais-je, des subventions ou des politiques néfastes. Alors, c'est particulièrement détaillé pour le climat, mais aussi maintenant pour les autres politiques. Et c'est très intéressant pour trouver des bons chiffres de plaidoyer dans le contexte actuel. Alors, pardon, il y avait une question au fond. Juste rapidement, déjà, merci beaucoup Pascal Ngali, l'élu métropolitain, pour la présentation. Et je me posais la question de l'impact au sein des foyers de la qualité de l'air intérieur de l'installation d'un insert par rapport à un foyer ouvert. Est-ce que c'est des données que l'on a? Parce que forcément, il y a de la fumée qui sort sur un foyer ouvert et qui n'existe, on va dire, moins sur un foyer fermé. Donc, du coup, est-ce que ça a été évalué dans les données? Et dernier point, la présidente, François Miel, D'accord. C'est effectivement. On voiture ensemble et comment on part à 16 h pour arrêter à OK. Et il est? Ah oui, il est moins 2. Voilà. Bon. Non, non, mais c'est une manière efficace de me rappeler à la réalité. Moi, j'étais. J'avais une réflexion par rapport au chauffage de bois. À la dernière réunion de la Commission régionale de l'énergie a été soulevé quelque chose qui est important. C'est en l'occurrence, le bois, on dit c'est fossile et c'est en même temps renouvelable. Mais c'est renouvelable à condition de ne pas dépasser le plafond. C'est-à-dire que le plafond, c'est le renouvellement. On a effectivement le problème de la captation de CO2. Dès qu'on coupe un arbre, on n'a plus de captation de CO2. On en replante un, mais il faut à peu près de temps avant qu'il y a autant de CO2 que celui qu'on a abattu. Ça, c'est déjà une chose. Et d'autre part, si on abat trop vite, effectivement, si on a à partir de ce moment-là, la forêt n'aura pas le temps de se renouveler et il y a d'autres techniques de pouvoir trouver. C'est pour ça. Ça, c'est quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'il y avait pratique sylvicole dans la présentation d'Éric Aufort et qu'il y a des programmes d'ailleurs de l'ADEME pour inciter à des pratiques sylvicoles durables. Oui. Entre autres. Mais bien sûr, oui, ça fait partie des réflexions. La majorité de la forêt est une forêt particulière, que les
et Oui. sont en libre gestion de leur forêt. Bien sûr, mais on a aussi, en tout cas, on a une grande scope, Alliance Forêt-Bois. Voilà, donc il y a des leviers aussi. Mais vous avez raison, bien sûr. On va trouver ces éléments dans des tout premiers fonds ROA, qui était celui de la vallée de l'Arve. Le PPA est venu après, donc il y a des éléments, notamment certainement auprès de la programme. L'intégration du changement climatique dans cette étude. Je me souviens d'une étude qui est parue, qui avait été mandatée en 2009-2010 sur l'impact des pollutions accentuées par la chaleur. Autrement dit, on a des fortes chaleurs, en fait, les polluants sont plus agressifs. Autrement dit, même si on diminue la pollution, la température, en particulier l'été, atteignant des sols, donc en fait, l'impact est fort sur la santé, il y a moins de impact. Donc effectivement, on peut permettre de dire qu'il faut faire d'autant plus d'efforts pour avoir une amélioration en termes de santé publique. L'autre aspect, c'est effectivement les chiffres que vous annoncez sur la baisse des particules depuis 15 ans en Nouvelle-Aquitaine, en France. Il faut aussi les tempérer, puisque comme les hivers sont plus doux, il y a moins de recours au chauffage. Et donc, il faudrait savoir si l'amélioration, quelle est la part d'amélioration due aux hivers moins froids et à une véritable amélioration de la situation dans les méthodes de chauffage. Donc, il faudrait essayer de faire la différence. Pour te répondre, le RSE a de la pub à faire avant qu'on se quitte. Mardi prochain, on va prendre un heure. Le premier épisode, sur la fondation du NAC. Ensuite, les impacts du changement climatique pour la saison de l'Aquitaine. Et sur les outils, l'exposition pour les collectivités, notamment la fondation du centre de ressources et d'évaluation de l'environnement. Oui, alors, désolé. Je vais à la fin, tellement un grand auditoire et quiz pour lequel je n'ai pas donné la réponse avant et on va faire le protocole. Eh bien, écoutez, une question. Une question aussi sur l'évolution. Merci. On a de plus en plus, on voit de plus en plus les communes qui parce que les poids lourds passent de plus en plus souvent par les petites routes et par ces communes et pour utiliser pour ne pas payer d'autoroute. Or, j'aimerais bien connaître l'impact effectivement au kilomètre parcouru d'un produit sur une petite route, sur une route de campagne à traversée de village et par rapport à l'autoroute. C'est-à-dire que je suis à peu près certain qu'il y a quand même une qualité d'air différente entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de particules fines, il y a beaucoup plus de freinage quand on est sur une petite route. Sur une autoroute, on a une vitesse qui est relativement régulière. Il y a beaucoup plus de freinage sur une petite route, il y a beaucoup de freinage de ralentissement et d'accélération quand on traverse un village, enfin, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été mesuré? Eh bien, je ne suis pas spécialiste des émissions routières. En tout cas, c'est lié à la vitesse. On prend en compte la vitesse des voies de circulation. C'est pas seulement la vitesse. C'est pas seulement la vitesse. C'est l'utilisation sur l'autoroute. Les trains, on ne les utilise pas. Ça dépend s'il y a des bouchons. Oui, voilà. Il y a des bouchons. En tout cas, l'impact sur les freins. Avec des traversées de village, les freins sont énormément sollicités. Il y a les phases vitesse, ainsi de suite, on voit tout le monde. Et donc, les poids lourds aussi prennent énormément. Et plus le fait de refuser d'utiliser les autoroutes fait qu'on amène une certaine pollution supplémentaire en particulier. Pour moi, enfin, je pense. Les cycles de circulation. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, qui était particulier chauffage au bois, mais oui. Les cycles de circulation sont malgré tout pris en compte dans les fameux facteurs d'émission qui servent à calculer les émissions routières. Le fait qu'on s'arrête en ville ou qu'on freine un peu plus, effectivement, dans les routes de campagne, ça fait partie des choses. Après, pas les cas particuliers, bien entendu, mais
globalement, en moyenne, ça fait partie des choses qui sont prises en compte. Je me permets quand même de recentrer sur le sujet chauffage de bois et particules. Je voudrais déjà remercier tous les intervenants, mais je vais laisser Anne-Claire le faire qui le fera. Vous voulez faire le sondage avant, après, ou comment ça se fait? On se fait en ligne. Oui, le sondage est en ligne, et donc on vous proposait de prendre la parole pour En clôture. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. Effectivement, merci aux intervenants qui, voilà, ça nous permet d'avoir des regards croisés, des regards élargis, même si Audrey, vous avez super bien planté le décor avec l'expertise d'Atmoena, mais tous les témoignages complémentaires étaient vraiment précieux. Voilà, c'était un petit bout de temps qu'on voulait organiser comme ça une conférence, et notamment dans le cadre de l'AG, ça permet de essayer de mobiliser sur une journée complète et favoriser le présentiel. On est quand même content de vous avoir aussi en visio. Donc, merci à tous. Merci aussi à Agnès qui a piloté l'organisation sur le fond et au service com avec Isabelle sur la forme. Et Audrey et Damien sur le fond de la technique aujourd'hui. Et Damien aussi qui s'est mobilisé et donc c'est parfait. Bah, bravo à vous toutes et à vous tous. On s'est régalé. Super. N'oubliez pas de répondre aux sondages pour les présents. Par contre, ce serait bien d'envoyer tout ça aux responsables des PCAET. Très bien, on va faire ça. Merci à tous. On laisse le sondage si vous voulez voilà, nous faire quelques commentaires. On l'enverra peut-être par mail. Ou on l'enverra par mail. Voilà, comme ça, vous pourrez y répondre dans un second temps à tête reposée. C'est bien cette forme. Parfait. Merci à tous. Et je clôture donc la vidéo.